bonjour à toutes et tous. Pour continuer cette main stage, je suis ravi d'accueillir effectivement avec moi sur scène notre partenaire sur cet événement Dust, en la personne de Thibaut, et Priscilla de chez Payfit. Et avec eux, on va avoir l'occasion de revenir justement sur l'adoption IA dans nos entreprises et l'agentique. Mais avant de commencer, Priscilla, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Bien sûr. Bonjour, donc moi c'est Priscilla, je suis People Manager chez Payfit et je pilote la paye et l'administration RH et j'accompagne aussi le déploiement IA au sein des équipes People. Bonjour à tous, Thibaut Martin, en charge des partenariats chez Dust. Dust est une plateforme qui permet de construire des agents IA connectés à vos données d'entreprise et configurables en no-code. On a le plaisir d'avoir plus de 5000 clients dont Payfit et donc énormément d'expérience sur les sujets de déploiement IA et tous les challenges qui peuvent être associés. Merci beaucoup. Alors, première question pour toi, Priscilla. On l'a vu, et notamment dans une étude célèbre du MIT, qu'il y avait un certain nombre de projets IA qui n'aboutissaient pas. 90% nous dit cette étude. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence sur un déploiement IA réussi et à l'inverse, pourquoi est-ce que tant de projets aujourd'hui échouent? Est-ce qu'il y a des patterns Nous, ce qu'on a observé dans un premier temps, c'est qu'en fait, le problème n'était pas forcément technique, il était même plutôt humain. En fait, les équipes avaient du mal à démarrer, elles se posaient beaucoup de questions. Ok, on parle de l'IA, mais concrètement, dans nos quotidiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et nous, vraiment, ce qui a changé la donne, c'était en tout cas de permettre aux équipes de pouvoir expérimenter, mais dans un cadre clair et surtout de pouvoir partir avec les tâches, enfin, de partir des tâches du quotidien. Et donc, on a vu tout de suite la différence. Je pense qu'on s'est vraiment lancé dans l'IA il y a maintenant 1 an. Il y a 1 an, il n'y avait pas de cadre clair et on était peut-être 3 utilisateurs à avoir créé 3 agents. Aujourd'hui, c'est 40% des équipes People en 2 mois, depuis qu'en tout cas on a développé l'IA au sein de l'équipe dans un cadre clair. Donc 40% de l'équipe qui a créé 17 agents. Très bien. Thibaut, tu veux rebondir peut-être? Je pense que le mot-clé, c'est effectivement que la difficulté, elle est organisationnelle. Il faut se préparer à cette transformation. La technologie, elle est là, il y a des cas d'usage, et on a beaucoup d'exemples parmi des clients ou des entreprises que vous avez pu rencontrer qui sont déjà très avancées dessus. La difficulté, c'est de faire de 0 à 1 et justement de se mettre en ordre de marche pour atteindre cette transformation. Je pense qu'on aura l'occasion de couvrir certains de ces sujets-là, mais s'il y a un mot à retenir, c'est que la technologie ne suffit pas à elle-même. Justement, tu parles d'organisation. Priscilla, pour toi, côté Payfit, quelles ont été les parties prenantes justement impliquées sur ces déploiements? Nous, clairement, la direction et les managers, c'est vraiment eux qui ont impulsé ce développement de l'IA. Dès le départ, on a eu un soutien très clair et très fort de la part du CEO Firmin et du CPO Sylvain. Ce qui fait que notamment l'IA est intégrée dans la feuille de route du COMEX. Un programme donc, de déploiement de l'IA au sein des équipes a été mis en place, mais pas uniquement non plus pour les équipes product ou tech. Ça concerne aussi les équipes support. Et nous aussi, côté People, ce qu'on a choisi de faire cette année, c'est d'intégrer l'IA dans les objectifs annuels des équipes, ce qui leur permet donc d'expérimenter concrètement. Ouais, je pense que l'exemple de Payfit est assez représentatif de ce qu'on peut voir, même si les difficultés peuvent varier en fonction des acteurs et des contraintes qu'ils ont. Mais si on doit retenir les éléments assez clés en termes de parties prenantes, le premier, c'est d'avoir un mandat clair de la part du leadership sur le fait qu'on se lance dans une transition. On voit trop d'entreprises qui sont sur un mandat à moitié ou alors qu'on confie le sujet à quelqu'un. La réalité, c'est que la transformation IA, c'est un sujet qui est compliqué, qui nécessite de faire des compromis, de faire une gestion des risques. Et si on n'a pas quelqu'un en haut et finalement l'accord de mettre en place cette vraie transformation, on va taper des contraintes qui sont potentiellement un peu plus locales. Et donc vraiment d'avoir ce mandat du leadership, que ce soit pour pouvoir faire des concessions sur la sécurité, sur l'expérimentation et créer un cadre, comme le disait Priscilla, pour expérimenter, c'est un élément clé. D'embarquer notamment les équipes RH sur la transformation pour justement l'adoption, favoriser cette adoption, c'est vraiment un élément clé. Donc numéro 1, le mandat du leadership très clair. Numéro 2, je pense qu'il faut embarquer les équipes qui vont être
en charge finalement de gérer les risques associés à l'IA. Il y a beaucoup de risques, il y a la sécurité, il y a la gouvernance de la donnée, il y a la souveraineté en ce moment qui est un sujet assez fort. Et donc il faut absolument embarquer ces personnes, leur permettre de définir les lignes rouges qui sont clés pour elles, potentiellement discuter de ces lignes rouges justement avec le leadership, histoire de savoir un petit peu dans quel cadre on a envie d'opérer, mais en tout cas avoir ces personnes en partie prenante et en acteurs clairs de cette réflexion est essentiel. Et le dernier élément extrêmement important, c'est les champions. C'est les personnes qui vont comprendre un peu plus vite quels sont les cas d'usage. C'est les personnes et ces personnes-là, elles sont dans les métiers. Nous, l'approche technologique qu'on a, c'est de permettre aux métiers de construire des agents sans code. On leur permet, pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur métier. Et de toute façon, ils ont un intérêt très fort à s'y mettre, puisque leurs métiers vont être bouleversés, vont changer. Et donc, tout ce qui peut leur permettre de les accompagner à justement transformer leur propre manière de travailler, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc lorsque vous avez bien identifié ces champions, il y a plein de manières de le faire. Souvent on repère des personnalités. Alors il y a beaucoup de nos clients qui ont des personnes assez jeunes, finalement la nouvelle génération qui a l'habitude d'utiliser ChatGPT pour tricher à ses examens et du coup se dit que peut-être que ça peut servir à autre chose que ça. Mais également, vous le voyez, si vous avez des solutions en interne, voir ceux qui utilisent plus que les autres, ceux qui se posent des questions, ceux qui sont plus actifs, etc. Et donc il faut vraiment leur créer un cadre propice pour qu'ils puissent pousser cette expérimentation. Donc lorsque vous avez ces 3 ingrédients alignés, vous pouvez vraiment vous embarquer avec une sorte de sérénité sur le fait que ça peut fonctionner. Merci. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis, Thibaut. Une question pour toi, Priscilla. Tu parlais de sécurité de la donnée. Ça peut être un frein ou en tout cas une crainte qui peuvent justement peut-être freiner des projets IA aujourd'hui. Comment vous lui avez répondu chez Payfit? Effectivement, chez Payfit, mais au sein en tout cas d'une équipe People, d'une équipe RH, c'est vrai que le sujet de la réglementation, va y avoir ce réflexe très humain qui va être la prudence. Et en fait, l'enjeu ou même la solution, c'est plutôt de donner les clés aux équipes en disant on ne freine pas l'expérimentation. Mais par contre, on vous explique, on clarifie qu'est-ce qui est OK, pas OK avec l'IA. Et donc, ça permet en tout cas aux équipes d'avoir ce cadre de confiance. Et aussi, on les invite dans le cadre de l'expérimentation de commencer par des cas simples avec des données moins sensibles et de pouvoir les accompagner progressivement sur l'expérimentation IA. Et pour toi, Thibaut, une question un peu dans la même thématique sur la sécurité ou en tout cas la mise à disposition. Tu parlais de data gouvernance. Je sais que chez vous, chez Dust, la philosophie, c'est tout le monde est builder. Comment vous arrivez à rassurer aussi vos clients sur cette sécurisation et sur justement l'évangélisation de mettre à disposition la donnée finalement dans les entreprises? Ouais, alors je pense que il y a plusieurs éléments clés. Le premier, c'est d'avoir une approche pragmatique par rapport au sujet, parce qu'en fait, de temps en temps, on va se retrouver avec une philosophie qui va bloquer tout type d'expérimentation. Si par exemple, on entend régulièrement le besoin d'avoir une IA souveraine et d'être totalement souverain et indépendant des Américains, et on l'entend souvent de la part d'acteurs qui utilisent Microsoft au quotidien. Et je pense qu'on a bien compris quand même que si on veut faire des choses avec l'intelligence artificielle, il va falloir au moins dans un temps court faire quelques compromis et être assez pragmatique pour pouvoir vraiment avancer. Après, pragmatique, ça ne veut pas dire d'y aller n'importe comment. Et un exemple qu'on utilise souvent, que je trouve assez percutant, c'est celui de Doctolib, qui évidemment manipule des données quand même assez sensibles et qui a eu une approche itérative. C'est-à-dire on n'est pas obligé, l'IA c'est pas tout ou rien, c'est pas d'automatiser l'intégralité de ce qu'on fait, c'est d'y aller petit à petit. Et donc ils ont commencé, comme le disait Priscilla, sur des données, sur un département potentiellement sur lequel la valeur ajoutée peut être assez visible, ou en tout cas l'adoption risque d'être la plus forte, mais sur des données relativement contraintes, relativement sécurisées. Enfin sécurisées dans le sens moins sensible. Et petit à petit, au fur et à mesure que nous, notre posture de sécurité s'est améliorée sur l'hébergement, etc., on construit quand même le cadre pour pouvoir les pousser des cas d'usage avancés. Eux évoluent avec nous. La chance qu'on a et qu'ils ont, c'est que cette transformation de 0 à des agents autonomes qui font tout, elle prend du temps. Et donc on a le temps aussi de construire le cadre qui va avec. Donc c'est vraiment comme ça, cette approche évolutive et pragmatique qui permet vraiment de se lancer et ensuite de créer une dynamique. Très bien. On a les ingrédients, là, pour le coup, du sponsorship, la mise à disposition, effectivement, de la donnée, être pragmatique. Comment on mesure que ça marche chez Payfit,
Du coup, vous êtes plutôt dans les 10%, j'imagine, de projets IA réussis. C'est quoi le ROI d'un projet IA agentique réussi? Alors, moi, je dirais en tout cas que le ROI, oui, c'est clé, mais en tout cas pas au début, notamment pas sur les phases d'expérimentation. Parce qu'en fait, le risque de vouloir tout mesurer très vite, ça va freiner l'expérimentation. Donc, on va commencer plutôt par des indicateurs simples et qui viennent naturellement, comme le temps gagné sur une tâche. Et en tout cas, nous, on a fait le choix plutôt de le structurer dans un second temps. Donc, je dirais le ROI, oui, mais séquencé. Tu as des exemples chez d'autres clients ou... Ouais, alors à chaque fois qu'on pose cette question, je me demande toujours ce que répondent les éditeurs de boîtes mail, etc. Quand on leur demande quand ils ont dû prouver le ROI d'envoyer des emails ou d'utiliser Microsoft Excel. Je pense que le ROI, il faut le voir déjà dans le temps long. C'est-à-dire que la transformation IA, c'est pas juste l'automatisation d'une tâche, c'est le changement d'une manière de fonctionner. Et si on n'y croit pas, je pense qu'il faut quand même se poser la question, regarder les développeurs qui sont en général un bon échantillon de ce à quoi peut ressembler le futur. Les développeurs chez nous et chez beaucoup de nos clients n'écrivent plus de code. Ils travaillent avec des agents qui écrivent du code. Et donc finalement, si on pose la question du ROI dans un monde où on écrit du code, c'est pas exactement la même chose que dans un monde où on demande à des gens d'écrire du code. Et donc à ce moment-là, si on leur avait demandé il y a 2 ans comment vous mesurez votre ROI en nombre de lignes de code créées ou un truc comme ça, ils auraient eu des difficultés. Une fois qu'on s'est projeté sur le temps long, la question c'est qu'est-ce qui nous rapproche d'une manière de fonctionner qui est native IA ou en tout cas qui permet d'avancer. Nous, la mesure numéro 1 qu'on pousse, c'est vraiment la mesure de l'adoption, mais pas de l'adoption du style j'ai reformulé un email sur ChatGPT, parce que ça finalement c'est une adoption que n'importe qui pourrait avoir, un consommateur pourrait avoir. Donc c'est plutôt l'adoption sur des cas d'usage à valeur ajoutée qu'on va essayer de faire monter petit à petit. On peut commencer de manière assez pragmatique, d'avoir des agents partagés qui répondent à des questions à ma place. Et le niveau de collaboration finalement entre les agents et les collaborateurs, c'est une bonne manière déjà d'avoir une idée du fait que la transformation est enclenchée. Petit à petit, on rentre dans un modèle où derrière, on va pouvoir regarder des tâches ou des flux de travail un peu plus poussés. Et là, on va avoir des chiffres très clairs. Si c'est par exemple des réponses à des appels d'offres, là, on peut retrouver on peut plus facilement quantifier, se dire effectivement, une tâche qui nous prenait 3 jours nous prend maintenant 10 minutes. Et donc, la valeur ajoutée, elle n'est pas juste sur le temps gagné, mais aussi sur plein d'autres impacts, le nombre de réponses d'appels d'offres, etc. Donc s'il y a un truc à retenir, c'est l'adoption, c'est le meilleur proxy pour le moment pour se dire qu'on est en bonne voie avec l'IA. Et derrière, le ROI sera peut-être un peu plus cristallisé dans le futur, mais c'est parfois un leurre de se concentrer sur le ROI très court terme de l'IA. Très bien. Donc on commence par expérimenter et on pose un ROI après, effectivement, sur l'adoption, sur la vitesse d'exécution, et on l'a vu aussi sur les appels d'offres, ça peut être aussi le nombre d'appels d'offres, donc c'est aussi un peu de qualitatif. Une dernière question, si vous aviez un conseil ou des conseils à donner à une entreprise qui veut déployer de l'agentique, fort de vos expériences, Priscilla? Moi, je dirais vraiment, permettez à vos équipes d'expérimenter en commençant par des tâches du quotidien. C'est vrai qu'on remarque en tout cas que c'est en faisant que l'adoption démarre et donc que les projets aboutissent. Ouais, je pense que je serais assez aligné avec Priscilla. Il faut vraiment voir ça comme une aventure sur le temps long. C'est pas l'adoption d'un nouvel outil ou la mise en place ou l'automatisation de certaines tâches. Ça n'a rien à voir avec le RPA ou tout ce qu'on a pu voir avant. Et donc lorsqu'on le voit comme une aventure, il faut se préparer pour cette aventure. On a parlé des parties prenantes, etc. Il faut être pragmatique par rapport aux étapes de cette aventure-là. Et aussi beaucoup s'amuser. En fait, les gens qui utilisent l'IA au quotidien, que ce soit les développeurs, beaucoup de nos clients, dans des fonctions dans tous sens, les champions se révèlent, des nouvelles vocations se révèlent, des nouveaux métiers se créent, et on le voit, le DRH de Doctolib m'a envoyé un message la semaine dernière en me demandant justement si je connaissais des profils en IA Ops pour les équipes People pour pouvoir changer. Il y a vraiment cette transformation, elle a énormément de positifs, c'est une vraie aventure humaine et organisationnelle. Et donc, il ne faut pas l'oublier et il faut se préparer à ça. Sinon, on va rester trop dans le côté un peu nauséabond et un peu anxiogène qu'il peut y avoir autour de l'IA, alors que la réalité, elle est toute différente chez les clients qu'on a pu accompagner et ceux qu'on va accompagner dans le futur également. Merci. Tu parles, juste quand même une précision, tu parles de temps long et tu en as parlé
dans plusieurs de tes réponses. Le temps long, ça se mesure en mois, en semaines? Je pense que c'est plus en mois, mais ça va vite. Je pense que effectivement, là où il faut se méfier, c'est qu'on dit temps long, et donc on peut se dire, bon, bah, attendons de voir où ça va, et puis ensuite on va prendre une décision dans 2 ans. Je pense que le timing pour y aller, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que plus les technologies deviennent avancées, plus les cas d'usage deviennent avancés, plus c'est difficile de rattraper finalement. Le temps long, c'est-à-dire que c'est progressif. Maintenant, en termes de... Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on peut très rapidement avoir des cas d'usage à valeur ajoutée qui font que on est rentable sur un investissement comme celui de l'IA en quelques semaines. Les choix technologiques qu'on fait permettent de faire ça. Maintenant, pour avoir une vraie transformation profonde, effectivement, c'est plus une question de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Et en plus de ça, comme la technologie évolue régulièrement, c'est quelque chose qui va continuer sur des mois et des années. Le seul paramètre, c'est de ne pas penser très court-termiste et d'essayer de toujours aller un petit peu plus loin sur à quoi ressemblera la technologie, plutôt que de taper le premier plafond de verre parce qu'on a réfléchi sur j'ai mon outil IA, j'ai mon adoption IA, j'ai l'impression que j'ai coché les cases, et dans 5 ans, je n'y suis pas. C'est vraiment là où justement le leadership peut aider. On a énormément de discussions avec des PDG, etc. C'est les PDG en général qui ont pour responsabilité, en tant que patron de ces entreprises-là, de voir ce temps long et de projeter l'entreprise, quitte à prendre des virages difficiles. Et donc c'est pour ça qu'ils sont essentiels à convaincre, parce qu'ils vont pouvoir débloquer les autres parties prenantes pour penser un peu plus long que ce qu'on leur demande de penser nécessairement. Et donc il faut continuer de tester aussi, et de temps en temps on arrive effectivement à faire aboutir un projet, le faire adopter, et c'est là qu'on commence à avoir du ROI. Merci en tout cas à tous les deux, Priscilla et Thibaut, pour ce partage d'expérience. Vous pouvez retrouver Thibaut sur l'espace partenaire Standus si vous voulez continuer cette discussion ou lui poser des questions. Merci. Merci à vous.